Bonjour à tous. Camille Bataille, je suis le pilote du GPRI auprès du CA de la SF2H. Comme vous le savez peut-être, on est deux pilotes GPRI. Il y a aussi Stuti Gérard Denis Petit qui est pas là aujourd'hui. Donc, bienvenue à notre premier Diginar sur la valorisation de l'activité de la PRI. Un grand merci au groupe formation du GPRI d'avoir organisé ce webinaire et surtout merci aux intervenants d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais laisser peut-être, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, je vais peut-être laisser un petit instant avant de lancer un sondage pour savoir qui est un peu notre population aujourd'hui, savoir voilà, qui s'est inscrit et qui est présent avant qu'on puisse lancer la suite. Bon, le nombre de participants a l'air de se stabiliser, donc je vous propose de répondre à deux questions. Donc la première sur la spécialité dans laquelle vous exercez. Alors, il nous manque quelques votes, mais on a une majorité de paramédicaux en PRI. Donc pour l'instant, on a 80 personnes qui nous ont rejoint, 90 personnes. Donc voilà, ça représente une quarantaine de paramédicaux en PRI, 35% de médicaux. Et on a quelques professionnels de DIM, donc ça c'est chouette aussi. Et puis quelques professionnels hors PRI. Donc je vais vous proposer une deuxième question. Donc, hop. Donc, c'est à quelle fréquence vous travaillez avec le département d'information médicale de votre établissement pour valoriser la PRI? Donc, soit jamais, rarement, régulièrement, très souvent, et puis les quelques professionnels de DIM ou hors PRI, non concernés. Je laisse encore quelques instants pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voter. Alors, on a quand même une majorité des répondants qui ne travaillent jamais ou rarement avec leur DIM pour valoriser l'activité de la PRI. Donc, ce webinaire devrait leur être utile et puis on espère que ça va aussi servir à ceux qui y travaillent déjà pour leur donner d'autres idées. Merci pour vos réponses. Alors, avant de donner la parole à nos modérateurs, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain Diginar du 21 novembre, qui celui-ci sera sur les logiciels métiers. Vous aurez notamment vous aurez principalement des retours d'expérience. Donc, c'est intéressant pour ceux qui aimeraient se pencher sur
sur l'acquisition d'un logiciel métier dans votre établissement. Merci à tous d'être présents et puis je donne la parole à nos modérateurs. Merci Camille. Un petit point général d'abord, si vous avez des questions concernant les présentations, pensez bien à les poser dans l'onglet dédié qui s'appelle questions, tout simplement. Et on va commencer en fait avec le docteur Adeline Thérèse Gilbert, qui a une double casquette du coup très intéressante pour nous aujourd'hui, qui est à la fois médecin DIM et médecin hygiéniste, et qui va nous en fait nous présenter les généralités sur le codage, et notamment dans le risque infectieux, et comment on peut travailler avec l'hygiéniste pour le codage. Donc Adeline, je te passe la main. C'est à toi. Hop. Alors, j'espère que donc, vous voyez bien mon écran. On voit bien ton écran, c'est parfait. Donc du coup, bonjour à tous. Merci de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Donc comme a dit Stéphane, je suis Adeline Thérésette, je suis médecin de santé publique à l'Institut Godino à Reims, qui est un centre de lutte contre le cancer, avec la particularité d'être à la fois médecin DIM et médecin hygiéniste. Et donc je vais vous parler de la valorisation PMSI, de la prévention du risque infectieux et des infections associées aux soins. Quelques définitions pour commencer. Alors, on parle souvent de T2A. La T2A, ça veut dire tarification à l'activité. C'est le principal mode de financement des établissements de santé. Ça représente plus de la moitié des recettes des établissements de santé. Le reste étant des financements à la qualité ou des dotations en fonction de certains services particuliers comme les urgences ou les réanimations. Cette part liée à la T2A, elle aura sans doute tendance à diminuer au cours des années à venir pour atteindre un maximum de 50%, avec vraisemblablement beaucoup plus de recettes qui seront liées à la qualité et moins directement liées à l'activité. Pour mettre en œuvre la T2A, il faut que tous les établissements soient en mesure de remonter leur activité de la même façon. C'est pour ça qu'a été créé le PMSI, donc un terme un peu barbare qui veut dire programme de médicalisation des systèmes d'information, qui est en fait un système de traduction en langage médico-économique des prises en charge médicales et des soins qui sont délivrés aux patients. Et ce sont les DIM, les départements d'information médicale, qui sont les services chargés de ce recueil PMSI et de la facturation à l'assurance maladie. Alors, je précise pour les professionnels de DIM qui suivent le webinaire aujourd'hui que j'ai volontairement un peu simplifié les choses parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas aller au fond de l'explication du PMSI aussi rapidement. Donc en pratique, on a le langage médical et le langage soignant qu'on va retrouver dans les dossiers patients, dans les courriers, dans les comptes rendus, où on va détailler les pathologies du patient, ses comorbidités, on va préciser toutes les prises en charge qui sont réalisées, les actes, les soins par les différents acteurs médicaux, paramédicaux et autres. On va retrouver les médicaments donnés aux patients, les dispositifs médicaux qui peuvent être posés, les éventuelles complications. Et le rôle du DIM, ça va être de traduire tout ça en un langage PMSI, donc un langage médico-économique. On va utiliser deux principales codifications. Les actes CCAM, qui eux vont vraiment décrire des actes techniques médicaux qui sont réalisés aux patients. Ça peut être de la chirurgie, de l'imagerie, des explorations fonctionnelles. Volontairement, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a peu de spécificité sur le risque infectieux. Et puis le deuxième système de codification, ce sont les diagnostics, où on utilise la classification internationale des maladies, et c'est plus là-dessus que je discuterai aujourd'hui. Donc toutes ces données médicales et d'autres données administratives, elles sont rentrées dans un algorithme informatique qu'on appelle la fonction groupage, qui va classer le séjour du patient dans un groupe homogène de malades, qui va décrire la prise en charge, une prise en charge type pour une situation médicale donnée. Ça peut être par exemple mastectomie totale pour tumeur du sein, chimiothérapie pour tumeur maligne, hein, je parle beaucoup de cancéro puisque c'est mon cœur de métier. Ça peut être aussi endoscopie digestive avec anesthésie générale, radiothérapie, enfin voilà, c'est vraiment, ça décrit la prise en charge spécifique d'une situation médicale spécifique. Et puis ensuite, on va aller jusqu'à un classement encore plus fin en groupe homogène de séjour qui, là, va nous donner un tarif qui va dépendre du niveau de sévérité, de la lourdeur de prise en charge du patient, de la charge de soins qui a été délivrée au moment de l'hospitalisation. Donc, je vous ai dit, les actes CCAM, je n'en parle pas. Je parlerai que des codes diagnostiques qui sont codés avec la CIM10.
donc la classification internationale des maladies, qui a été adaptée pour le codage PMSI. Ce n'est pas la CIMDIS classique, c'est vraiment une version spécifique pour un but médico-économique. Les codes CIMDIS, ils sont tous constitués de au moins 3 codes alphanumériques. Donc le premier, c'est une lettre qui va déterminer le chapitre. Vous avez par exemple les chapitres A et B qui concernent les maladies infectieuses, les chapitres C et D pour les tumeurs et les hémopathies, etc. Donc souvent, ça regroupe un appareil ou un ensemble d'organes, jusqu'au chapitre Z qui concerne les facteurs qui peuvent influencer l'état de santé ou différents motifs de recours aux soins. Donc là, on est plus sur des types de prise en charge que sur vraiment des pathologies. Ensuite, on a au moins 2 chiffres derrière ce premier caractère, souvent beaucoup plus. Je vous ai mis quelques exemples, il y en a des milliers. Le A047 qui est l'infection à Clostridium difficile, les codes C50 qui regroupent les tumeurs malignes du sein. On a un 4e caractère qui va préciser la topographie de la tumeur dans le sein en fonction du cadran, de la position de la tumeur. Et puis des codes en Z, Z5101 pour les irradiations, ça peut être la radiothérapie externe, la curithérapie, les irradiations internes, et le Z51.1 pour les séances de chimiothérapie pour tumeurs malignes. Donc, ce sont vraiment juste quelques exemples parmi plein d'autres. Ce qui est important de savoir, c'est que chacun de ces codes diagnostiques est associé à un niveau de sévérité qu'on appelle CMA, donc de 1 à 4. Donc 1, en fait, c'est le niveau de base, donc il n'y a pas de sévérité, et jusqu'à 4, qui va permettre d'être un témoin de la lourdeur de prise en charge d'un patient ou d'une pathologie. Et c'est ça qui va permettre de pondérer la valorisation du séjour. Ces codes diagnostiques, on va pouvoir les utiliser de différentes manières dans l'hospitalisation du patient. Il y a un seul diagnostic qui est obligatoire, c'est le diagnostic principal. Ce diagnostic principal, en fait, c'est le motif d'admission du patient, donc ce pourquoi il est hospitalisé. Quoi qu'il advienne dans la suite de l'hospitalisation, on codera toujours en diagnostic principal le motif d'hospitalisation du patient. Donc, si c'est un traitement unique type chirurgie, on mettra la pathologie pour laquelle le patient a été opéré. Si ce sont des traitements itératifs comme les chimios ou les radiothérapies, on va plutôt utiliser les codes en Z que je vous ai montré juste avant. Et à ce moment-là, on aura un deuxième diagnostic qu'on mettra en position de diagnostic relié qui précisera la pathologie pour laquelle on a fait cette prise en charge. Donc, par exemple, une chimio, on aura en diagnostic principal un code Z et on aura en diagnostic relié la tumeur pour laquelle on a réalisé cette chimio. Ce sont ces diagnostics principaux et reliés qui vont orienter le groupage en priorité avec les actes CCAM. Donc, c'est vraiment eux qui vont classer le séjour dans son groupe homogène de malades. Donc, c'est eux qui vont déterminer où va grouper le séjour. Et ensuite, on a les diagnostics associés significatifs qui, eux, vont permettre de faire varier le niveau de sévérité, donc faire varier la valorisation du séjour au sein du groupe de prise en charge similaire, en fonction de la présence ou non de comorbidités, de complications, etc. Donc, on va coder en diagnostic associé significatif toutes les autres pathologies que le patient présente, en plus de sa pathologie principale. Donc, ça peut être des comorbidités, des complications, ou même d'autres affections aiguës intercurrentes qui n'ont pas de rapport avec le motif principal d'hospitalisation. On va pouvoir les coder dès lors que c'est pris en charge pendant l'hospitalisation, que ce soit à visée diagnostique, thérapeutique ou même une simple surveillance. Mais par contre, on ne pourra pas coder tout ce qui est antécédent réglé pour lesquels on ne délivre pas de soins spécifiques. Donc, par exemple, un patient qui vient pour un AVC, s'il est diabétique et qu'on lui donne de l'insuline ou des antidiabétiques oraux, on pourra coder le diabète. Par contre, s'il a été opéré de la cataracte il y a 2 ans et qu'on ne fait vraiment plus rien pour sa cataracte, on ne pourra pas le coder. Pour coder ces diagnostics, on est encadré par un guide méthodologique qui nous donne des consignes très strictes qui sont révisées chaque année. Alors, il y a tout un tas de règles. Je vous ai mis 2 exemples. Donc, certes, en motif d'hospitalisation, en diagnostic principal, il faut mettre le motif d'hospitalisation. Mais quand le patient est hospitalisé pour un tableau clinique dont on réussit à retrouver l'étiologie, on doit coder l'étiologie en diagnostic principal. Donc, par exemple, un patient qui vient pour de la fièvre, s'il s'avère qu'il a une pyélonéphrite, on mettra en diagnostic principal la pyélonéphrite. On ne pourra mettre les symptômes seulement si on ne retrouve pas d'étiologie à ce tableau clinique. Deuxième exemple de règle, on ne peut pas être redondant dans le codage. Donc, si une pathologie implique un symptôme, par exemple infection et fièvre, on peut mettre l'infection, mais on ne peut pas coder en plus la fièvre.
idem, fracture, douleur, voilà, plein d'associations qui ne peuvent pas être codées doublement puisqu'on considère que c'est redondant. Après, on a pas mal de cas particuliers, certains codes qui ne peuvent pas être utilisés en diagnostic principal, donc on est obligé de trouver une autre solution. Et puis, on a un système d'exclusion des niveaux de sévérité selon les combinaisons entre le diagnostic principal et les diagnostics associés significatifs. Par exemple, tout ce qui est code de métastase, c'est un niveau de sévérité 2. Mais si on met en diagnostic principal la tumeur primitive du patient, les diagnostics de métastase ne peuvent pas exprimer leur niveau de sévérité. Et puis, on a des contrôles externes de l'assurance maladie qui va pouvoir envoyer des médecins réaliser des contrôles de codage sur un échantillon de séjour qui ne sera pas aléatoire, mais qui sera représentatif de l'activité de l'établissement. Et donc, les médecins vont recontrôler l'ensemble du codage de ces dossiers. Et puis, s'il y a une discordance, il faudra rembourser ce qui a été considéré comme perçu de manière indue. Alors, ces contrôles, ils ont lieu tous les 2, 3, 5 ans, parfois plus. Ça va concerner plusieurs centaines de dossiers et ça peut vite représenter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros d'indus derrière. Donc, je vais vous présenter quelques codes SIM10 adaptés PMSI qui concernent directement le risque infectieux et les infections associées aux soins. Alors, on a d'abord les chapitres A et B qui concernent certaines maladies infectieuses et parasitaires, alors seulement certaines, puisque d'autres vont être classées directement dans le chapitre de l'organe concerné, par exemple les pneumopathies dans les chapitres J. On a en particulier les codes B95, B98 qui vont apporter des précisions microbiologiques quand on va coder une infection d'organes. On pourra les utiliser dès lors que l'infection d'organes n'a pas de précision microbio, puisqu'on ne doit jamais être redondant. Donc, par exemple, un patient qui a une pneumopathie à Staphylococcus aureus, il existe déjà un code de pneumopathie dû à un staphylocoque, donc ça on ne pourra pas rajouter de code B de microbio. Par contre, si c'est une pneumopathie à Proteus, on a un code de pneumopathie dû à d'autres BGN, et là on pourra rajouter un code B qui permet de préciser de quelle bactérie il s'agit plus particulièrement. Ensuite, on a des codes de sepsis qui sont d'usage un peu particulier puisqu'on ne peut pas les utiliser simplement s'il y a une mention de sepsis dans le dossier du patient. Sepsis au sens PMSI, c'est une infection sévère avec au moins une défaillance d'organes. Ça peut être une défaillance cardiaque, respiratoire, rénale, peu importe, mais il faut au moins qu'on ait la trace dans le dossier de la prise en charge d'au moins une défaillance. On peut utiliser le score SOFA pour faciliter le codage de ce sepsis et utiliser donc les codes A40, A41 qui sont quand même intéressants puisque c'est des niveaux de sévérité 3 à 4, donc ça peut vite faire varier la valorisation du séjour. Pour les bactériémies sans sepsis, donc non compliquées, sans aucune défaillance d'organes, ce qui est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment chez nous en cancérologie, on n'a pas de code très précis. Voilà, je vous ai mis 2 exemples de codes qui malheureusement n'ont pas de niveau de sévérité, donc qui ne vont avoir aucun impact sur la valorisation du séjour. Ensuite, on a la catégorie T80, T88 qui regroupe les complications chirurgicales et médicales. Donc, tout ce qui est iatrogénie, je vous ai mis ici les exemples d'infections, mais on a aussi des codes de complications mécaniques, d'hémorragie et hématome, de perforation et déchirure. Et puis ensuite, les codes vont être différents selon le mécanisme qui a provoqué la complication, la localisation et l'éventuelle présence de matériel. Donc, vous avez par exemple le T802, qui concerne les infections suite à une injection ou une perfusion avec un niveau 3, le T827 pour les infections sur cathéter vasculaire avec un niveau 4, plus précisément le T857 pour les infections sur chambre implantable avec un niveau un petit peu moindre. Puis après, vous avez ça décliné avec plein d'autres codes que je n'ai pas mis là parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Les dispositifs urinaires, les prothèses articulaires, et puis le dernier, un code un peu plus fourre-tout pour tout le reste, tout ce qui n'est pas déjà décrit, mais qui concerne une infection qui fait suite à un acte chirurgical ou médical, quel qu'il soit. Ensuite, vous avez les catégories U80, U89 qui concernent les résistances aux antimicrobiens, donc pas que les antibiotiques, mais c'est principalement ceux que j'ai mis ici. Donc, vous avez des codes pour le SARM, en différenciant si on est dans une situation d'infection ou de portage sain. Et vous avez la même chose pour les staphylocoques non aureus, et également pour les BLSE.
il va y avoir un niveau de sévérité uniquement pour les situations d'infection. Donc, si on a un portage sain de SARM, on pourra le coder, mais ça n'aura pas d'impact direct sur la valorisation du séjour. Donc, on a des CMA 3 ou 4 en fonction du germe et de son mécanisme de résistance. Par contre, pour les BHRE, on a également des codes, et là, on a un niveau de sévérité, même si on a uniquement, entre guillemets, un portage sain. Et puis, on a d'autres codes qui sont disséminés un peu partout dans la CIM, qui peuvent concerner directement la prévention du risque infectieux et les infections associées aux soins. Étonnamment, il n'y a pas de code de neutropénie fébrile, ça n'existe pas dans la CIM. Alors, on a des codes de neutropénie, on a des codes de fièvre et d'infection, mais neutropénie fébrile, ça n'existe pas. Donc, quand un patient est hospitalisé pour neutropénie fébrile, il va falloir que le DIM choisisse entre la neutropénie et la fièvre ou l'infection. On ne pourra mettre qu'un seul diagnostic principal, donc on ne pourra pas mettre à la fois la neutropénie et l'infection, il faudra choisir. Concernant la fièvre ou l'infection, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut forcément remonter le plus loin possible dans l'étiologie. Donc, si la fièvre est en lien avec une infection qui a été diagnostiquée et traitée comme telle, c'est ce qu'on mettra en diagnostic principal. Sinon, on mettra simplement la fièvre. On a aussi un petit code qui nous sert beaucoup, qui s'appelle isolement prophylactique, qu'on va utiliser pour toutes les précautions complémentaires, les isolements protecteurs, même si c'est temporaire, si c'est une des précautions de principe en attendant des résultats de dépistage, on pourra le mettre dès lors que c'est tracé dans le dossier. Donc, on a à la fois la prescription et la mise en place dans le dossier du patient, et c'est intéressant puisque c'est quand même un niveau de sévérité 2. Donc, ça peut vite impacter le séjour. Je vous montrerai quelques exemples juste après. Et puis enfin, on a les codes U07 qui sont les codes sans libellé, en fait, qui sont réservés à des usages urgents, à la création en urgence de codes SIM10. Par exemple, pour le Covid, ils ont été créés, voilà, ces codes-là ont été créés rapidement au début de la pandémie pour décrire les différentes formes qui étaient identifiées à ce moment-là. Étonnamment, ce sont des codes qui n'ont pas de niveau de sévérité. Après, ils sont toujours associés à d'autres codes, alors soit d'isolement, soit de complications qui permettent d'avoir des niveaux de sévérité un peu plus importants. Je vous ai mis 3 exemples de situations courantes pour les équipes d'hygiène. Un patient qui aurait une bactériémie non compliquée à staph doré sensible avec une origine PICK-line. Donc là, on peut coder l'infection sur le cathéter vasculaire, un T827. On peut préciser que c'est un staphylocoque aureus, donc B95.6. Et si on prend l'exemple d'un patient qui serait en hospitalisation de jour pour cette prise en charge, hein, donc qui vient et qui ressort le soir même pour qu'on lui enlève son pic et qu'on débute les antibiotiques, donc qu'on fasse le bilan diagnostique, ça ferait un séjour qui serait facturé à l'assurance maladie 325 €. Deuxième exemple, un patient qui est hospitalisé pour une infection de site opératoire sur une prothèse de genou à SARM cette fois. On va coder une arthrite à staphylocoque. Donc, comme la notion de staphylocoque est déjà dans le code d'arthrite, on ne rajoutera pas de code B de staphylocoque. Par contre, on a le code U8200 qui va préciser que c'est un staphylocoque résistant à la méticilline dans une situation d'infection. On a un code T qui nous précise également que l'infection est due à une prothèse articulaire. Et si on a bien mis les précautions contact, on pourra utiliser le Z290 de précautions complémentaires. Donc là, je ne vous ai pas mis d'exemple de valorisation puisque ça va dépendre de la durée du séjour, des comorbidités du patient. Et dernier exemple, un patient qui est hospitalisé pour une chimio sur plusieurs jours, donc pas en séance, mais sur quelques jours. C'est un séjour qui va valoriser autour de 2 600 €. Si jamais on met des précautions complémentaires contact de principe parce qu'on considère que le patient est à risque BHRE, patient contact par exemple, ou qui a un antécédent d'hospitalisation récente à l'étranger, on va rajouter le Z290 et ça va permettre de valoriser le séjour 3 300 €. Donc quand même un petit peu plus que le tarif de base. Et si jamais le patient a un dépistage qui s'avère positif, si on retrouve une colonisation avec une EPC, on pourra préciser donc, que ce patient est porteur sain d'une BHRE. Et dans ce cas-là, on aura un séjour qui sera valorisé 5 400 €. Donc le double de si on n'avait pas de précaution et pas de BHRE.
Donc finalement, comment on peut travailler entre équipe d'hygiène et DIM? Eh ben, vous, en tant qu'hygiéniste, vous pouvez mettre à disposition des DIM des listes, enfin des données, des listes de séjours de patients qui vont permettre d'améliorer la valorisation des séjours. Vous avez vos listes de BMR, de BHRE, de précautions complémentaires, tout ce qui est infection associée aux soins, les ISO, les bactériémies, etc. Dans mon établissement, c'est assez facile puisque j'ai un pied dans chaque service, mais je considère que tout ce qui améliore la valorisation des séjours suite au traitement des données de l'équipe d'hygiène est le résultat d'un travail commun et donc résulte de la bonne volonté des deux équipes. Et puis réciproquement, les DIM peuvent mettre à disposition des équipes d'hygiène des données issues de l'activité du PMSI. Alors ça peut être des listings de patients ou de séjours. Par exemple, avec le SpeakMe, on a besoin du DIM pour extraire pas mal de choses. On peut également demander des dénominateurs pour calculer des indicateurs. Par exemple, si vous faites un ICHA interne, on a besoin du nombre de journées d'hospitalisation par secteur. Et puis c'est également le DIM qui va faire les tirages au sort IQSS pour les recueils donc des indicateurs qualité, sécurité des soins. Donc on a le précaution contact et puis on a les antibiothérapies, les infections respiratoires basses qu'on recueille chaque année en alternance une année sur deux. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le PMSI en lien avec la prévention du risque infectieux. Merci Adeline. On va passer 2-3 questions s'il y en a. On a une première question déjà, c'était par rapport au code isolement AZ29. Oui. Est-ce que vous codez que quand il y a la prescription médicale ou c'est pas forcément nécessaire? Comme normalement c'est soumis à prescription. C'est soumis à prescription. Après, si on a la trace d'une mise en place dans le dossier, on aurait tendance à le coder. Moi, j'avoue qu'il y a toujours une prescription parce que je suis des deux côtés, donc je passe systématiquement derrière pour faire la prescription. Ouais. Quand c'est un petit peu plus compliqué, je dirais que dès lors qu'on a une trace et que ça a bien été mis en place, il n'y a pas de raison de ne pas le coder. D'accord. Encore faut-il retrouver la trace. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, sur Reims, vous avez un système de traçabilité, non? Au niveau de la Oui, PRI dans le alors dossier? Ouais, on a un DPI depuis tout juste un an, donc ça fait seulement un an qu'on retrouve vraiment une traçabilité de la mise en place et de la prescription des précautions. d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, tac, alors, bonjour, en USLD, c'est considéré un lieu de vie. Avec le médecin, nous avons décidé de ne plus mettre les précautions, mais une information pour les soignants sur le logiciel. Est-ce que ça marche? Bonne question, je ne saurais pas répondre comme ça. Je pense qu'il faut que les DIM concernés. Alors après, est-ce qu'il y a un codage PMIC en USLD? J'avoue que je ne suis pas trop à l'aise avec l'USLD parce que je n'ai jamais pratiqué. Après, on a une autre question. Concernant les journées d'hospitalisation pour SPARES et ICHA, utilisez-vous les données SAE ou PMSI pilote? Alors PMSI Pilote, c'est un logiciel d'aide au pilotage, donc c'est un logiciel statistique qui va donner des infos suite au codage PMSI. Tout le monde n'a pas PMSI Pilote, il y a d'autres choses qui existent et il y a même des établissements qui n'ont pas du tout d'outils de ce type-là. En fait, dans les méthodologies de ces surveillances nationales, c'est pas précisé, donc chacun fait un peu comme il veut, ce qui est dommage parce que du coup, on n'a pas du tout des données comparables. Moi, j'utilise mon équivalent de PMSI Pilote qui s'appelle DIM Report. Je ne sais pas comment font les autres, mais je pense que ça mériterait d'être précisé dans la méthodo de la surveillance nationale. D'accord, merci. Du coup, je pense vu l'heure, on va enchaîner avec la deuxième présentation du docteur Jérôme Horry. Et puis, s'il y a encore d'autres questions qui apparaissent, qui des fois peuvent être communes à plusieurs présentations, on répondra à la fin si on a un peu de temps. Sinon, on vous fera une foire aux questions derrière pour quand même voilà, répondre à toutes vos questions. Donc, Jérôme, je te passe la main. Et le docteur Jérôme Horry, du coup, va nous parler en fait de tout ce qui est
action de valorisation en fait de la PRI au niveau avec l'aide du DIM. La caméra, je sais pas si on peut me voir. Yes, c'est bon, on voit ton écran, on voit ton PowerPoint, c'est parfait, c'est à toi. Donc bonjour à tous, merci de m'avoir introduit. Merci aussi à Aline Thérésette Gilbert pour sa présentation, parce que ça va permettre de m'aider en tout cas de faire les liens. Moi je suis praticien hygiéniste au CHU de Nîmes. Et donc je vais vous donner un retour d'expérience en fait sur le lien entre l'hygiéniste et le codage ciblé des précautions complémentaires d'hygiène. Donc comme l'a dit Adeline, le PMSI, donc c'est un ensemble d'informations qui vont être synthétisées pendant le séjour du patient. Voilà. Juste, Jérôme, excuse-moi. Oui, par contre, son diaporama, il n'est pas en plein écran. Ouais, je pense que c'est en... Donc le PMSI, donc ça synthétise durant le séjour dans l'hospitalisation d'un patient. Donc il y a plein d'informations qui vont être récoltées. Donc d'une part les informations administratives, mais aussi les informations médicales. Et c'est surtout sur les informations médicales où il va y avoir différents types de diagnostics et des actes qui vont être ciblés, qui vont permettre notamment de faire un résumé standardisé de sortie, et notamment le GHM et GHS, comme le disait Adeline, et qui va permettre de tarifier l'ensemble des actes mis en place pendant l'hospitalisation du patient. Et pour la prévention du risque infectieux, donc Adeline en a présenté certains, il y a certaines situations qui vont décider de coder les données, notamment donc, lors des infections associées aux soins, donc notamment lors de sepsis et de choc septique, lors d'infections urinaires ou d'infections du site opératoire. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la prescription des précautions complémentaires d'hygiène. Donc j'introduis quand même les précautions complémentaires d'hygiène. Donc j'imagine que la majorité connaissent que c'est des précautions complémentaires d'hygiène. Donc c'est des mesures additionnelles aux précautions standards. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Les précautions standards, ce sont des mesures d'hygiène à appliquer pour tout patient en tout lieu et pour tout professionnel. Donc elles nécessitent une prescription médicale. Il existe deux types de précautions complémentaires d'hygiène. Donc les précautions complémentaires contact et les nouvelles qui viennent d'apparaître depuis une semaine, que je suis en train de potasser comme tout le monde, j'imagine, les précautions complémentaires respiratoires, où en fonction de l'évaluation du risque du pathogène, de la prise en charge du patient et du lieu, il faut adapter le type de précaution complémentaire respiratoire, c'est-à-dire notamment le type de pays, si on est sur du masque chirurgical ou du masque FFP2, pour la prise en charge du patient. Donc, ces précautions complémentaires d'hygiène, elles nécessitent notamment donc, la mise en place du patient en chambre individuelle, le port d'équipements de protection individuelle en fonction du type de précaution complémentaire, un bien nettoyage adapté et une réorganisation de la prise en charge du patient. Donc, dans l'idéal, respecter une marche en avant, ça peut aussi donc sur la rééducation, le bloc opératoire et sur l'imagerie, la prise en charge peut être modifiée pour prévenir la transmission croisée. Donc, ces précautions complémentaires d'hygiène, elles ont d'une part un impact sur la prise en charge du patient, d'où la nécessité d'une prescription médicale, mais aussi elles ont un surcoût pour l'établissement. Donc, ce surcoût de l'établissement, il va permettre d'être compensé, notamment par le codage des précautions complémentaires. Donc là, j'ai vu en commentaire, tout le monde parlait du Z29 points. Donc là, c'est un site internet aideaucodage.fr qui permet donc d'identifier quel type de codage est nécessaire en fonction de l'intitulé de la classification internationale des maladies. Et comme en parlait aussi Adeline, donc le niveau de sévérité pour le Z29, il va être de 2 ou de CMA présenté. Et donc ce niveau de sévérité, donc il décrit notamment les différents degrés de charge économique dus à certains pathogènes et qui notamment peut nécessiter l'isolement. Donc cette précaution complémentaire va alors modifier le diagnostic relié notamment et entraîner une élévation de ces niveaux de sévérité. S'il est de 1 initialement, on peut passer à 2. Et s'il est plus de 2, il restera à 2 en fonction des pathologies du patient. Et donc, on peut alors modifier ce GHM ou ce GHS et donc entraîner une recette potentielle pour l'établissement. Quel est le rôle de l'hygiéniste dans ce codage? Ça va être notamment donc la gestion des données, parce qu'en tant qu'hygiéniste, on doit faire une surveillance, un suivi épidémiologique des patients infectés par différents types de pathogènes. On a parlé de la BHRE, bactéries hautement résistantes émergentes, de la BMR, la coqueluche, le Covid. On fait une surveillance globale dans l'hôpital et on
on collecte ces données pour faire ce suivi et qui nécessite notamment ces micro-organismes des précautions complémentaires d'hygiène. Et bien sûr, tout ce recueil de données va être en lien avec les services cliniques, avec le laboratoire de microbiologie, mais aussi avec des représentants à l'extérieur de l'hôpital, notamment les autorités sanitaires, les ARS, lors de rapatriement sanitaire, vont nous contacter, nous signaler qu'un patient va être réhospitalisé. Et donc tout ça, on va vérifier si la prise en charge du patient est respectée selon les recommandations, et donc s'il y a des précautions complémentaires d'hygiène mises en place et prescrites. Donc on va collecter l'ensemble, certaines informations en tout cas, donc le numéro du séjour du patient, le service, le type de précaution complémentaire d'hygiène, le micro-organisme concerné ou la suspicion d'une infection qui nécessite une précaution complémentaire, ou un risque de portage de BHRE ou autre pathogène, et la date de mise en place des PCH. Donc ces informations-là, elles sont nécessaires, donc elles sont faites en automatisme maintenant, elles sont automatisées pour pouvoir ensuite remonter ces informations-là auprès du département de l'information médicale pour pouvoir identifier le séjour s'il y a bien eu un codage du Z29. Donc là, je vais donner certains exemples, en tout cas au CHU Nîmes, où on fait un suivi de ces précautions complémentaires d'hygiène. Donc là, c'est le lien service clinique PCH versus équipe opérationnelle d'hygiène, précautions complémentaires, équipe de prévention de contrôle de l'infection. Donc on a notamment les signes cliniques évocateurs d'une pathologie infectieuse, on a la gastro-entérite bactérienne virale parasitaire, la suspicion d'interpédiculose, la suspicion de Creutzfeldt-Jakob et d'autres suspicions d'infections parasitaires, notamment la gale, le giardose ou le pouls. Et donc par rapport à ça, nous on a des signalements, donc soit téléphoniques, les services vont nous signaler qu'un patient a une certaine suspicion de gale, et donc derrière nous on va prendre en charge, on va intégrer donc cette information-là, on va faire une investigation comme toute investigation, savoir d'où est l'origine de l'infection de la gale, et derrière on va évaluer s'il y a une précaution complémentaire d'hygiène mise en place ou pas. Et donc toutes ces informations vont être corrigées systématiquement. On a le même principe aussi pour le risque de portage de bactéries hautement résistantes émergentes, le candidat auris aussi. Et là, il y a certaines recommandations qui demandent une mise en place de précautions complémentaires contact pour notamment donc, ces risques de portage de BHRE ou candidat auris en fonction du type de service. Candidat auris, on sera sur que de la réanimation. Le lien aussi, cette gestion de données, elle se fait aussi en lien avec le laboratoire de microbiologie, où on a des alertes informatiques. Donc majoritairement, les hôpitaux sont pourvus du logiciel Glimpse. Et ce logiciel Glimpse, il a la capacité d'envoyer des alertes informatiques, notamment à l'équipe opérationnelle d'hygiène, pour nous signaler qu'un patient va être infecté ou porteur d'un pathogène nécessitant ou pas des précautions complémentaires d'hygiène. Et donc systématiquement, quand on reçoit ces alertes-là, on fait un contrôle téléphonique pour savoir si le service est informé que le patient est porteur de ce pathogène, et aussi un déplacement en service pour savoir s'il y a une mise en place ou pas des précautions complémentaires d'hygiène. Et donc on corrige aussi l'ensemble de ces données. Le rôle aussi de l'équipe opérationnelle d'hygiène, c'est on fait aussi une collection de certaines données que les services cliniques n'ont pas ou le laboratoire de microbiologie ne l'a pas non plus, on ne peut pas avoir ces informations-là. C'est notamment dans des situations épidémiques, notamment lors de cas groupés de BHRE ou de Covid-19, où là on aura notamment l'identification de patients contacts, donc pris en charge par la même équipe soignante lors de la découverte fortuite ou des cas secondaires en tout cas, et lorsqu'il y a un transfert plutôt de ces cas contacts dans une épidémie de BHRE, ça peut nécessiter dans certains cas la mise en place de précautions complémentaires contact. Et là, seule l'équipe opérationnelle d'hygiène va suivre ce parcours patient et informer en tout cas les services destinataires du patient. On a aussi donc d'autres situations. Donc c'est lorsque le patient est connu porteur BHRE et il va être réhospitalisé. Donc souvent, malheureusement, c'est ces patients qui sont porteurs de BHRE et ils vont avoir de multiples réhospitalisations, notamment en diabéto ou en gastro ou en néphro, notamment une type de patientèle qui est porteur de BHRE. Donc il y a de nombreuses des hospitalisations réitératives, et donc on fait ce suivi, on informe systématiquement les services pour la mise en place des précautions complémentaires d'hygiène. Pour le Covid-19, donc là maintenant c'est un peu moins, c'est moins fréquent, mais c'est plutôt en 2021-2022, quand un patient a été identifié avec une infection à la Covid-19, le patient contact est ensuite isolé
dans un autre champ pour prévenir l'infection et pour ne pas contaminer un autre patient. Donc voilà un résumé global de la situation avec notamment donc ce que je viens de vous présenter, donc l'ensemble des précautions complémentaires d'hygiène qui sont nécessaires, le moyen de suivi par l'équipe opérationnelle d'hygiène, informatique, téléphonique et aussi sur place dans les services, et ensuite un recueil d'informations. Et l'ensemble de ces informations vont être ensuite communiquées au département de l'information médicale qui va vérifier donc s'il y a bien un codage de ces précautions complémentaires d'hygiène et énuméré par l'équipe d'hygiène. Donc là, c'est un exemple, un retour de 2022 et de 2023. En 2022, il y a eu 4023 séjours qui ont nécessité la mise en place de précautions complémentaires d'hygiène. Et en 2023, on était à 2528. Et donc, pour chacun de ces séjours-là, il était vérifié si le niveau de sévérité des patients, si ensuite il y avait un codage ou pas Z29, et si le niveau de sévérité était inférieur à 2, il y avait une revalorisation du GHS. Et voici donc le retour avec les différents exemples nécessitant des précautions complémentaires d'hygiène, donc antécédents d'hospitalisation à l'étranger, patients porteurs de BHRE, cas contact Covid-19, le Clostridioides, Clostridium difficile, la Covid, grippe, rapatriement sanitaire, cas contact BHRE et au type d'isolement. On peut voir que donc en 2022, on avait différents types de revalorisation. Donc sur les 4000 séjours de 2022, on avait 108 séjours revalorisés pour un total de 165 000 euros. Et pour 2023, on avait 50 séjours revalorisés pour un total de 97 000 euros. Pourquoi il y a une diminution de 65 000 euros entre 2022 et 2023? C'est notamment que le DIM a des techniciens plutôt de l'information médicale, les teams qui travaillent dans le DIM, elles ont identifié, elles connaissent maintenant quand il faut coder le Z29 pour certaines situations cliniques. Et donc, cette relation entre l'OH et le DIM permet d'améliorer en tout cas cette qualité du codage. Quand les teams elles recontrôlent les différents dossiers et qu'elles tombent sur certaines de ces situations, elles recodent systématiquement. Elles n'ont plus besoin en tout cas de l'équipe opérationnelle, ou moins besoin. Donc les perspectives, c'est qu'on a eu un changement du logiciel clinique, informatique, et donc depuis juillet 2023, maintenant, il y a une prescription médicale qui est possible par les médecins dans les services des PCH. Donc ça, c'est relativement intéressant, ça va permettre d'optimiser en tout cas cette traçabilité de l'information. Et ensuite, on a donc depuis novembre, depuis lundi, il y a une traçabilité aussi possible de la mise en place des PCH par les infirmières dans le logiciel clinique. Donc ça aussi, ça on va optimiser notamment cette traçabilité. On a aussi d'autres perspectives donc sur les infections associées aux soins, en lien notamment avec différentes surveillances demandées donc, par les différents CPIA, notamment le SPICMI et le SPIADI. Donc SPICMI pour les infections du site opératoire et le SPIADI pour les bactériémies sur dispositifs invasifs. Et donc la conclusion de cette présentation, c'est notamment donc, une bonne collaboration, qui s'est créée il y a 2 ans avec le DIM et notre équipe, qui est vraiment très intéressante et qui permet donc à la fois d'optimiser nous-mêmes notre gestion de données, donc, parce que c'est pas notre cœur de métier de gérer les données, et surtout pas, nous c'est plutôt être sur le terrain, mais en tout cas on fait une collection de données, il faut l'optimiser au mieux pour éviter de perdre moins de temps sur l'informatique, mais et aussi d'essayer de fluidifier cette gestion de données. Et ensuite, donc d'améliorer bien sûr la qualité des données du PMSI, de sensibiliser donc le DIM sur la PCI et la valoriser bien sûr l'activité de l'OH et revaloriser les séjours hospitaliers. Et il y a aussi un lien donc avec l'indicateur de la Haute Autorité de Santé qui est notamment l'indicateur PCC sur les précautions complémentaires contact, qui peut faire un lien aussi ou un appui pour améliorer cet indicateur, et indirectement ça peut permettre aussi de valoriser les séjours hospitaliers. Donc ça peut être un lien avec les directions, une aide en tout cas pour les directions. Merci de votre écoute. Merci Jérôme. Donc on va passer à quelques questions. On a une première question qui Enagam Kanafer qui demande pour un patient connu porteur de BHRE, est-ce que la valorisation est possible à chaque nouvelle hospitalisation?
Ben, elle est possible pour le Z29 parce que il sera isolé le patient systématiquement. Après, je ne sais pas si on peut le coder en Z83, en U83. Ça, je ne sais pas si on peut le recoder systématiquement en U83. Mais en tout cas, en Z29, oui, parce qu'il sera isolé en précaution complémentaire contact. Sauf si, selon les recommandations de 2019, il a 5 dépistages négatifs sur une année. Là, il n'y aura plus nécessité, en tout cas, d'isoler le patient sous validation d'hygiène. D'accord, merci. Et moi, j'avais une autre question, justement, par rapport à tout ce travail que tu as mis en place avec l'ODIM via le PMSI. Donc, ça valorise l'activité, mais et concrètement, est-ce que tu en as pu tirer des financements particuliers ou... Après, là, l'objectif actuel, c'est de financer une ressource humaine. Donc, la ressource humaine, ça serait assistant ou un mi-temps praticien hospitalier. Donc là, c'est en cours de discussion avec la direction pour pouvoir essayer d'avoir une ressource humaine supplémentaire, en tout cas de le justifier via cette valorisation. D'accord. Mais c'est Et voilà. je regarde s'il y a d'autres questions, mais je crois pas sur ton sujet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner, puis on fera l'ensemble des questions qui concernent un peu tout le monde à la fin. Donc, merci Jérôme. Je vais passer la parole du coup à Dr Didier Lecointe, qui lui va nous présenter en fait un autre aspect de valorisation et même de cotation des actes côté laboratoire d'hygiène, qui est un autre version aussi de notre activité. Alors, Didier, je vous passe la main. Et on voit votre caméra, c'est parfait. On voit votre PowerPoint aussi. Voilà, le PowerPoint c'est vu. Bon, ben c'est bon. Et je vais le mettre en mode diaporama, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon C'est pour vous? parfait. C'est parfait. Mais écoutez, d'abord merci aux organisateurs de me donner la parole sur ce sujet et surtout d'avoir réactivé, comment dire, de m'avoir incité à aller plus loin dans ce sujet parce que ça faisait un certain temps que je l'avais oublié. Et donc j'ai essayé de le mettre à jour. Donc là, on va parler du côté laboratoire. Alors si ça veut bien avancer. Voilà, très bien. Alors voilà le sommaire que je vais utiliser. On va d'abord parler du périmètre des laboratoires d'hygiène hospitalière, puis on va évoquer la valorisation successivement via les BHN, les RIHN, le calcul des coûts réels. On va parler un petit peu de l'expérience du centre hospitalier sud-francilien et des perspectives éventuelles qui s'ouvrent à nous. Alors, d'abord, un laboratoire d'hygiène hospitalière. J'utilise l'acronyme L2H, mais bon, il est un petit peu inconnu cet acronyme puisqu'il n'y a pas de définition des laboratoires d'hygiène hospitalière. Il n'y a pas de cadre juridique. Même chose, activité de laboratoire d'hygiène hospitalière, ça n'existe pas. Donc, notre gros problème, c'est on va parler de quel périmètre. Alors, on sait tous que nous intervenons dans les contrôles sanitaires en microbiologie de l'environnement, que ce soit en termes de prévention de gestion de crise. On peut citer les légionelloses. Si on fait la prévention du risque lié aux légionelles, on sécurise les patients ainsi que les établissements de santé. Une légionellose nosocomiale, ça conduit toujours à une perte d'image et à des surcoûts économiques. Même chose pour les endoscopes, un rappel de patient, c'est une perte d'image et une perte de coût. Mais en fait, ça ne concerne pas que la microbiologie de l'environnement, vous allez voir, ça concerne potentiellement des prélèvements humains, comme le lait maternel ou les dépistages de BMR et de BHRE. C'est une activité qui n'est pas comprise dans la T2A. C'est normal puisqu'elle n'est pas définie. Donc, c'est financé comment? Est-ce que c'est perte et profit du système de santé et ça impacte comment sur la sécurité économique de chaque établissement de santé? Alors, je suis allé voir dans le référentiel métier et compétences de la SL2H et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la fiche numéro 7 des 9 savoirs agir. Voici cette fiche numéro 7. Élaborer et conduire un plan de prévention des risques infectieux liés à l'environnement. Et on voit que c'est restreint à RO surface, on n'a même pas les endoscopes. Bon. Du coup, je me suis intéressé au COFRAC. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation. Il évalue les compétences des OEC. Les OEC, ce sont les organismes d'évaluation de la conformité. Et donc, les laboratoires d'hygiène hospitalière évaluent effectivement la conformité d'un prélèvement d'eau
d'un prélèvement, d'un endoscope, d'un lot de lait maternel. Donc, c'est bien notre périmètre. Ces activités n'entrent pas dans le champ de la biologie médicale car elles ne concourent pas à un diagnostic de maladie humaine. Donc, si on veut se faire accréditer, ce n'est pas selon la norme 1589, mais selon la norme 17025. Et donc, certains laboratoires se sont engagés dans cette démarche d'accréditation. Alors, on est concerné par 2 sections du COFRAC. Alors, j'y reviendrai après. En tout cas, ce que ça signifie, c'est que même sans définition d'un laboratoire d'hygiène hospitalière, ceux qui sont accrédités par le COFRAC sont donc labellisés comme compétents dans les lignes de portée qu'ils ont définies avec le COFRAC. Ce qui là les rend visibles et donc les rend légitimes. Alors cette norme, voilà, c'est une norme qui concerne les laboratoires d'étalonnage, d'essais et d'échantillonnage. Les étalonnages, c'est pas nous, c'est la métrologie, mais les essais, c'est les analyses, les échantillonnages, c'est les prélèvements pour les essais. Mais c'est aussi l'élaboration des plans d'échantillonnage, c'est une compétence spécifique. Donc, cette accréditation est obligatoire, à la fois pour le prélèvement et pour l'analyse, de recherche et dénombrement des légionnels dans l'eau, et des eaux de piscine et de rééducation, mais elle est volontaire pour tous les autres domaines de contrôle microbiologique. Et donc, c'est là qu'il y a 2 sections. Il y a une section laboratoire qui concerne tous les types de laboratoires de physique, chimie, de tout ce qu'on veut, y compris les laboratoires de microbiologie de l'environnement. Et donc, on va pouvoir se faire accréditer pour les endoscopes, les eaux des établissements de santé, les surfaces, l'air. Et une autre section du COFRAC, la section santé humaine, elle va concerner tous les prélèvements d'origine humaine, tels que le lait maternel ou encore les dépistages de portage de BMR et de BHRE. Là, on parle de produits dérivés humains quand on est accrédité selon la norme 17025 et mon laboratoire est accrédité pour ces 2 activités, la maternelle et dépistage de portage de BMR et de BHRE selon la norme 17025. Alors, si on veut maintenant valoriser, tout devrait partir de la mesure de l'activité. Le problème, c'est que les règles ne sont pas définies. On peut partir d'une lettre clé. Il y a une seule lettre clé à notre disposition, c'est le BHN. Alors, le BHN, c'est quoi? Ça vient du B. Ça vient du B qui correspond à la lettre clé des actes de biologie médicale qui sont remboursés par la Caisse nationale d'assurance maladie pour tout ce qui concerne les diagnostics de maladies humaines. Donc, on a une NABM, la nomenclature des actes de biologie médicale. Bon, sauf que toutes les activités de biologie médicale ne sont pas dans la nomenclature. Et donc, on a, il y a très longtemps, utilisé le BHN, le B hors nomenclature, pour coter ces activités. Bon. Et donc, notre lien historique avec les services de biologie médicale fait qu'on cote par habitude, le plus souvent, en BHN. Le problème, c'est que tout de même, à ce jour, il n'y a tout de même pas de lien entre un prélèvement de surface et un diagnostic de maladie humaine. Quoi qu'il en soit, il existe à ce jour 2 nomenclatures BHN, la nomenclature de Montpellier, qui théoriquement n'existe plus, mais qui en réalité est encore utilisée par certains laboratoires, et on a la nomenclature définie par 3 sociétés savantes, la SF2H, la Société française de microbiologie et la Société française de mycologie médicale. On n'a pas de règle pour savoir laquelle suivre, donc en fait, on fait ce qu'on veut. La nomenclature de Montpellier, ces versions ont été régulièrement mises à jour. Elle comprend un volet hygiène avec toujours une codification en F. A priori, c'est de la microbiologie de l'environnement, mais pas seulement, parce qu'en fait, on y trouve plein de contrôles de stérilité des produits sanguins, de produits solides, liquides de transport d'un greffon, solutés ou produits liquides. Et puis, on va avoir, mais pas dans le paragraphe hygiène, les dépistages du BMR, la conservation d'une souche. Aucun processus opérationnel n'est décrit dans son intégralité. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, on sépare toutes les étapes du même processus opérationnel, donc le prélèvement et les différents points clés de chaque analyse. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez le chapitre hygiène et vous voyez F007, c'est BHN10 pour acte de prélèvement d'environnement, bon, etc., etc. Je ne vais pas vous détailler tout ça. Vous voyez qu'un peu plus haut, on a toujours un F pour la conservation d'une souche par congélation ou gélose profonde, c'est un BHN20. Et puis si on va un petit peu plus loin, dans actes isolés, on a l'identification de bactéries aérobies BHN40 ou encore le dépistage de BMR, mais on comprend les BHRE dedans, BHN160, et c'est toujours du F, hein, c'est F064 ou F024. OK.
À côté de cela, on a donc la nomenclature de la SF2H, de la SFM et de la SFMM. Elle est directement disponible sur le site de la SF2H. On a 3 pages qui sont spécifiques de ces activités de L2H. Elle détaille certaines eaux, mais pas toutes les typologies. Et puis, il manque encore les endoscopes et les dépistages de BMR et de DHRE. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus détaillé et rassemblé par processus. Alors, voici de quoi il s'agit. Là, on trouve les congélations de souches. Là, vous voyez, on a un certain nombre de types d'eau. Ici, les eaux destinées à la consommation humaine. Et vous voyez que dans la même ligne, on a rassemblé ici le prélèvement et l'analyse. Et donc, on retrouve les F qui viennent de la nomenclature de Montpellier, en fait. Et ces F s'additionnent pour donner ici un BHN 460. Bon, on a les eaux pourcents standards. On peut remarquer que ici, ces eaux pourcents standards, c'est par inclusion. Donc, si on les fait par filtration, bah, on va prendre un autre calcul, mais bon, on pourra céder la nomenclature de Montpellier. Là, on a les eaux bactériologiquement maîtrisées, les légionnelles, les eaux de dialyse, et vous voyez qu'il n'y a pas les eaux de piscine et de rééducation. Il n'y a pas les endoscopes. Là, il y a des liquides, des surfaces, du comptage particulaire, l'aérobiocontamination, un petit peu d'hygiène alimentaire et tous les contrôles de stérilité avec à la fin le contrôle de lait maternel. Bon, donc il y a tout de même un aspect pratique et l'avantage c'est que c'est sur 3 pages, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais à partir de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on n'a qu'un compte de BHN, en supposant qu'il n'y a pas de sous-évaluation, en remarquant que ça ne tient pas compte des contrôles qualité qu'on doit faire. Il n'y a pas non plus la compétence spécifique sur les plans d'échantillonnage pourtant reconnus par le COFRAC. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi, j'ai interrogé autour de moi dans mon réseau de laboratoires accrédités et j'ai constaté que dans certains cas seulement, l'ARS finançait une rétribution de 30 à 50% des BHN. D'accord. J'ai même trouvé un établissement de santé qui m'a bien affirmé que c'était financé sur un crédit MIGAC, alors que ce n'est pas du tout dans la liste des MIGAC. Hein. La liste des MIGAC, c'est défini par des arrêtés et l'hygiène hospitalière n'a jamais fait partie de ces MIGAC. Donc moi, j'en ai conclu que c'était très irrégulier. Je n'ai pas fait d'enquête très approfondie, mais il faudrait que j'en fasse une. C'est très irrégulier, ça dépend très certainement des régions ou même des établissements de santé. En tout cas, chez moi, au sud francilien, on n'a pas de remboursement, même partiel, des BHN. Donc, c'est une valorisation, mais au mieux partielle uniquement. Par ailleurs, cet argent, il est reversé à l'établissement de santé et ce n'est pas compté comme une rentrée d'argent pour le laboratoire d'hygiène. Bon. Et puis, je voudrais réinsister sur une chose, c'est que la valeur du B, elle est effective. Elle est en théorie négociée entre la CNAM et les laboratoires de biologie médicale. Bon, en réalité, elle est imposée par la CNAM. Elle est passée de 27 à 25 centimes d'euros il y a peu de temps. Mais encore une fois, quel lien entre un prélèvement de surface et un diagnostic de maladie humaine? Et est-ce que c'est à la CNAM de financer ça? Alors, moi, quand j'en parle à mon médecin du DIM, elle me dit très gentiment, mais en fait, tu sais, les BHN théoriquement n'existent plus, donc il est proposé maintenant le RIHN, c'est le référentiel innovant des actes hors nomenclature. OK, mais en fait, c'est proposé par la DGOS pour remplacer les BHN de biologie médicale et d'anatomocytopathologie. Alors, encore une fois, puisqu'il n'y a pas de définition de laboratoire d'hygiène hospitalière, bah, on ne risque pas de rentrer dans la boucle. Ça a été mis en place en 2015 et on recherche une démonstration de l'efficacité clinique, de l'utilité clinique et ou médico-économique de ces actes afin de permettre plus tard une évaluation par la HAS. Bon, c'est financé par la MRI et ça permet cette fois-ci un remboursement intégral. Sauf que tout ne rentre pas dedans. Encore une fois, ce sont des actes innovants. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans un prélèvement de surface? Donc, nous, on ne rentre pas dans cette case-là. Par ailleurs, la DGOS propose des actes à faire entrer dans cette codification RIHN et il n'y a jamais aucun acte F dans ce qui est proposé. Donc, en théorie, sauf démonstration du contraire, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé, il n'y a aucune valorisation possible via les RIHN. Et comme en théorie, les BHN ont disparu, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut éventuellement faire un calcul des coûts réels. Alors, moi, je l'ai fait il y a quelques années pour les légionnelles. Ça nécessite énormément d'énergie parce qu'il faut tout détailler. Il faut avoir tous les prix des consommables, les prix des matériels, le temps technique,
Et puis, le coût de l'infrastructure, finalement, on a des locaux, on nous fournit de l'électricité, on nous fournit de l'eau, il y a un service biomédical qui vient réviser les appareils. Bon, il y a tout ça. En théorie, il faudrait tout faire pour toutes les analyses et il faudrait recalculer régulièrement en fonction des changements de prix des consommables. Bon, vous voyez bien que c'est impossible, on n'a pas le temps de faire ça. Moi, je l'ai fait il y a quelques années pour les légionnaires et je ne l'ai pas réactualisé depuis 10 ou 15 ans. Et puis en plus, il n'y a aucune valorisation. On ne peut pas obtenir de remboursement, entre guillemets, par un budget quelconque. En tout cas, pas à ma connaissance. Le seul avantage pour moi, c'est quand on a des clients externes à l'établissement de santé. Alors, il y a des laboratoires d'hygiène qui vont faire des prélèvements de légionnaires pour certaines cliniques privées, des EHPAD ou des SSR qui ne sont pas raccordés à leur établissement. Là, on peut l'envisager. Moi, je fais de temps en temps, je suis de temps en temps sollicité par des particuliers quand il y a un cas de légionellose chez eux et j'utilise ce calcul, mais encore une fois, que je n'ai pas réactualisé. Alors, quand j'ai interrogé dans mon réseau, il y a un des établissements de mon réseau qui m'a demandé, nous, on envisage de facturer au service de soins. C'est-à-dire, nous, on est raccordé au SBM et pas à l'EOH. Et donc, jusque-là, on facturait à l'EOH. Et on a décidé, dans la comptabilité analytique, de ventiler aux différents services. Et donc, les prélèvements de surface du bloc, de les comptabiliser pour le bloc. Certes, mais ça ne change pas le problème. En fait, on n'a toujours pas de valorisation réelle, il n'y a pas de remboursement de cette activité. Alors, qu'est-ce qui se passe au Sud francilien? Nous, on est raccordé à l'équipe opérationnelle d'hygiène. On est donc officiellement laboratoire d'échantillonnage et d'essai. On fait de la microbiologie de l'environnement et des produits dérivés humains. On est accrédité selon la norme 17025 et on rend sous accréditation le prélèvement et l'analyse de légionnelle, l'analyse d'endoscope, de lait maternel et de BHRE. Tout ça sous la 17025. Bon. Qu'est-ce que ça donne quand on compte notre activité en nombre de prélèvements? Voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça nous permet de suivre l'évolution tout de même de l'activité de notre laboratoire, qu'on suit bien l'explosion des BHRE qui nous compte tout de même jusqu'à 85% de notre activité. On voit bien l'impact, et je pense que vous l'avez tous vu, on voit bien l'impact de la pandémie et puis la reprise aussitôt après. D'accord. Mais quelle différence entre cette courbe en nombre de prélèvements et cette courbe en nombre de BHN? Franchement, pas beaucoup. Donc, quel est, moi, dans mon fonctionnement, l'apport de mon calcul en BHN, puisque je n'ai pas de remboursement de ces BHN? C'était rien du tout. Alors, quelle perspective? Quels sont les risques finalement liés à l'absence officielle de financement? Moi, je vois comme plus gros risque l'incitation à externaliser l'activité de laboratoire. Même s'il y a perte de réactivité comme de compétences locales, on sait que des fois, ça arrive, c'est comme ça. Alors, on peut toujours dire que s'il y a remboursement partiel sous forme de BHN, on va diminuer les coûts. Et pour le reste de la discussion budgétaire, on peut toujours dire qu'on engendre des économies grâce à nos actions de prévention, ce qui est vrai. Notre difficulté, c'est de pouvoir les évaluer. Moi, je considère que l'absence de financement officiel, c'est un risque de surendettement sans valeur ajoutée, voire un surrisque infection environnementale, parce qu'on ne pourra pas mener correctement les mesures de prévention. Et donc, en réalité, tout cela démontre bien qu'il faut une relation de confiance entre les responsables du laboratoire d'hygiène et la direction de l'établissement de santé, puisque ces derniers doivent parier sur le niveau de compétence des responsables du laboratoire d'hygiène, alors qu'il ne s'agit même pas de leur propre domaine de compétence. Et ça, je reviens au COFRAC. Le COFRAC, ça nous légitime parce que ça atteste par un organisme externe de notre niveau de compétence. Et là, la direction a la confiance en nous. Donc, pour moi, que faire pour l'avenir? C'est obtenir une définition pour les laboratoires d'hygiène hospitalière, de façon à définir un mode de financement. Donc ça, je l'ai fait hier au titre de membre du Haut Conseil de la Santé publique. J'en ai parlé au Haut Conseil et on verra ce que ça donne. Pour moi, il faut sortir du BHN et notamment, il faut supprimer le lien avec la caisse d'assurance maladie parce que le B ne signifie rien. Et que le laboratoire soit raccordé à l'équipe opérationnelle d'hygiène ou au service de biologie médicale, pour moi, c'est le même débat. Et donc, pour moi, il faut un budget de prévention pour les activités de laboratoire. Et donc, j'ai appris hier, seulement hier, j'en suis désolé, au Conseil de la santé publique, qu'il y avait des fonds d'intervention régionales. Donc, pour moi, on est probablement éligible aux fonds d'intervention régionale. Il faut certainement aller plus loin là-dessus. Voilà.
Finalement, quel intérêt d'évaluer cette activité? C'est démontrer son évolution pour négocier nos effectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai démontré que l'évolution de l'activité était exponentielle, j'ai négocié des effectifs. Je suis tout de même encore aujourd'hui en sous-effectif, mais tout de même. Donc, le suivi du nombre de prélèvements peut suffire et le choix du mode de valorisation va dépendre uniquement de l'environnement de l'établissement de santé et de l'ARS. Est-ce qu'elle rembourse ou pas? Donc, de la capacité à récupérer ou non une partie des BHN, ou encore de l'existence d'une activité externe. Et puis pour terminer, je reviens sur le label de compétences. C'est le COFRAC qui nous le donne. Il est incontestable. Ça légitime nos activités. On a une chance, c'est que c'est une démarche volontaire le plus souvent sans contrainte de date. C'est pas comme pour les SBM. Et quand on est accrédité pour les activités réglementaires, on est encore plus légitimé aux yeux de la direction, surtout pour les légionnels. Il faut faire très attention à l'avenir parce que je sais très bien que certaines chaînes de laboratoires privés essaient de dire que l'accréditation endoscope soit obligatoire. Donc, je dis à tous mes collègues, méfiez-vous, préparez-vous. Mais c'est une démarche qualité avant tout, et ce n'est pas la qualité qui coûte cher, c'est la non-qualité, voire la surqualité. Donc, de mon point de vue, plus nous aurons de laboratoires d'hygiène accrédités, plus nous aurons du poids pour obtenir une définition, un mode de financement et enfin un budget prévention hors CNAM. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Didier, pour cette présentation très claire et très complète. Alors, en termes de, on a une question sur, enfin, c'est même plus, c'est un commentaire question, on va dire, de Valérie Barry qui nous dit la valorisation d'un L2H pose question versus un labo externe auquel est sous-traité les prélèvements d'environnement. Le coût d'un labo externe coûte probablement plus cher car valorisé. En fait, le problème du laboratoire externe, il est très compliqué parce que quand on est obligé de passer par un laboratoire externe, cela peut signifier qu'on n'a pas les compétences internes pour avoir un laboratoire d'hygiène hospitalière. Bon, si on n'a pas les compétences internes pour avoir ce laboratoire, est-ce qu'on a les compétences internes pour choisir un laboratoire externe? Bien sûr que non, déjà. Et donc, on va prendre quels critères? Le coût ou la qualité? Ça va dépendre des établissements de santé, on est d'accord. Voilà. Oui, oui. Donc moi, la remarque que j'ai eue, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une présentation hier au Conseil de la santé publique. La remarque que j'ai eue, c'est qu'il faudrait effectivement pouvoir se positionner sur des GHT, de façon à offrir la possibilité à chaque établissement. Chaque établissement de santé n'a pas la possibilité d'avoir un laboratoire d'hygiène, c'est clair, ça dépend de la taille de l'établissement. Et encore une fois, ça dépend des compétences. On a ou pas les compétences. Et ces compétences, elles sont ou bien dans le service de biologie médicale, et il y en a qui y arrivent très bien puisqu'ils sont accrédités, ou bien dans l'équipe opérationnelle d'hygiène qui a son laboratoire. Bon. Mais tout établissement de santé n'a pas forcément ces compétences. Donc l'idée, c'est que dans chaque GHT, on ait au moins un laboratoire d'hygiène et que ça offre la possibilité aux autres établissements qui n'auraient pas ces moyens d'y avoir accès. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Et c'est ça aussi qui nous permettrait d'obtenir une définition de laboratoire d'hygiène. Mais on voit bien que là, on se resitue, on se repositionne en termes de qualité. Alors maintenant, je suis parti pris. Je pense sincèrement que oui, on a plus de qualité qu'un laboratoire externe. Mais les laboratoires externes, ils ne sont pas forcément accrédités, mais ils sont accrédités sur les activités réglementaires. Voilà. Donc, tout se mesure. Je ne peux pas dire que les laboratoires externes sont tous mauvais. C'est certainement faux. Mais si on cherche la qualité, est-ce qu'on aura les compétences internes pour choisir le bon laboratoire externe? Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça a apporté les bonnes réponses. Non, puis ça évoque quand même aussi la piste, justement, pour tout ce qui est dépistage BHR, peut-être vers les EHPAD ou les établissements médico-sociaux quand ils ont besoin, d'offrir cette prestation en tant que laboratoire accrédité. Oui, bien sûr. Oui. Alors, on peut se faire accréditer aussi bien en 1589 qu'en 17025. J'ai une très belle lettre d'Hélène Méhet, la directrice de la section santé humaine du COFRAC, qui m'a dit, vous faites les deux. Quand je l'avais questionné, elle m'avait dit, le lait maternel, c'est de toute façon de la 17025, quoi qu'il arrive, mais les BMR, BHRE, c'est aussi bien 1589 que 17025. Moi, je me suis dit, je ne vais pas me taper la 1589 en plus, j'en ai déjà une, je vais pas. Donc, j'ai tout fait en 17025. Et bon, pour moi, c'est assez confortable. Mais c'est vrai, on pourrait faire les EHPAD comme ça. Après, c'est là où le calcul du coût réel est intéressant. Mais il faut faire. Donc,
Voilà. Il faut le faire, il faut le réactualiser. D'accord, merci. Ce que je propose, vu là, je propose 3 intervenants enfin, les 2 autres de rallumer leur caméra pour essayer de répondre à quelques questions encore auxquelles on n'a pas répondu. Je vais sélectionner. Alors, il y a une question sur le lien entre clinique et codage, qui est peut-être plus pour Adeline, ça. Est-ce qu'il est possible d'indiquer qui peut coder? Est-ce que c'est forcément le médecin du service ou est-ce que l'IDE de l'OH peut le faire? Alors, ça dépend de l'organisation des établissements. Le codage, il est toujours sous la responsabilité du médecin DIM. Et normalement, c'est une tâche médicale. Donc, c'est soit fait par les médecins des services, quand c'est du codage décentralisé, soit directement au sein du DIM, quand c'est du codage centralisé, où là, c'est délégué à des techniciens, mais qui, de toute façon, la validation sera faite par le médecin DIM. Ce qui peut être fait, c'est que l'infirmière hygiéniste fasse un pré-codage qui soit ensuite validé par le médecin DIM. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu faire directement du codage par une infirmière hygiéniste ou autre d'ailleurs. Et mais un médecin hygiéniste, par exemple, d'un service pourrait coder, je sais pas, un Z29 ou qui serait après revalidé. Ouais, s'il est prescripteur des précautions complémentaires, pourquoi pas? Ouais. Alors. Questionner d'autres questions. Ce que j'ajoute à ça, c'est que nous, les patients porteurs BHRE, on les code nous-mêmes. C'est les praticiens en hygiène qui codent le portage BHRE. Et nous, ça nous permet de cibler les patients quand ils sont hospitalisés en fonction du logiciel clinique qu'on a. Ça peut éviter la perte de données quand on a un outil qui le permet. C'est vrai que si on a une automatisation prescription et hop, direct le codage PMSI arrive. C'est ça, avec l'isolement, on a tout associé. Ouais. C'est nous-mêmes qui font que les BHRE, donc pas les autres patients, les infections. Mais voilà, ça peut être intéressant. Ah, c'est génial. Et donc ça, tu dis, Jérôme, pour les BHR, et du coup, c'est toi en tant que pharmacien, tu peux le faire, par exemple? Ou on m'a pas interdit. Ça marche bien. On dit rien. Je continue. Et tu me dis, comme on est dans la communauté médicale. Je suis praticien hospitalier. On a le laboratoire microbio qui nous identifie que le patient est porteur. L'infection, non, je la code pas. Je code que le portage. L'infection, c'est clinique, ça n'enlève pas ma compétence. Et le portage. Que le fameux Z29 dont on parlait, quoi, en fait. Ouais. Le Z29, non, c'est le U83. Le Z29, nous, on le code pas ça. Ça passe par le DIM et c'est le DIM qui code. Ok. Alors, en termes de questions, je regarde les autres questions. Et alors là, c'est peut-être plus pour Jérôme et Adeline. On pose des questions du délai pour valoriser et à quel rythme on peut faire un point avec son DIM, par exemple, pour tout recontrôler, quoi, en gros. Ça dépend du volume de patients et de séjours concernés. Moi, je suis dans un tout petit établissement, on a une centaine de lits. Alors après, c'est facile parce que forcément, je fais le point avec moi-même, donc je peux le faire un peu quand je veux. Mais je le fais au minimum tous les 6 mois, idéalement plutôt tous les 3 mois. Quand on a des gros volumes d'activité, ça peut être intéressant de le faire un peu plus souvent. Moi, pas plus souvent que tous les mois, en tout cas. Moi, c'est tous les trimestres, tous les 6 mois. En général, j'envoie la liste, je refais la liste au propre et j'envoie tout au DIM. D'accord. C'est ce que je faisais quand j'étais DIM dans un CHU. Ouais, à l'échelle d'un CHU, oui, ok, c'est différent. Après, le temps de réponse, après, parce que le DIM vérifie tout le codage, il faut 2-3 mois, le temps qu'après il nous renvoie, sachant que le codage, il n'est pas instantané pour les séjours de souvenirs, il faut attendre au moins 1 mois. C'est ça. En fait, le codage, il est valide dans le mois qui suit, enfin dans le mois qui suit la sortie du patient. Donc sur des séjours longs, un patient qui va être hospitalisé de mars à mai, il sera codé en juin. Donc si vous l'avez mis en précaution d'emblée au début de son séjour, il faudra quand même attendre plusieurs mois avant que la valorisation arrive. C'est ça. C'est vrai que quand on arrive en fin d'année, il faut attendre quasiment février ou mars pour l'année d'avant pour qu'il recode, le DIM recode tout.
Ok, Nous, mon travail, c'est que sur du MCO, on n'était pas sur du SSR. oui. Bah, c'est encore un autre codage, non, le SSR, je pense. Ça change de numéro Ouais, de séjour, il change, et donc pour le moment, le codage est en train de mis en place au CHU Nîmes pour le SSR, donc on n'est pas allé là-dessus, on est allé que sur le MCO. Oui, c'est aussi du codage SIM10, mais par contre, c'est pas les mêmes groupages. Donc, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. et pareil, on nous pose comme question, dans l'optique d'identifier de manière exhaustive toutes les ISO à partir des données du PMSI, est-il pertinent de recueillir tous les diagnostics à l'échelle des rhumes ou recueillir uniquement le DP? Et même question pour les DR. Moi, en général, quand je requête, je fais sur tous les diagnostics, parce que si c'est une infection de site opératoire ou une bactériémie sur dispositif qui survient pendant le séjour d'un patient qui est hospitalisé pour autre chose, on l'aura forcément que dans les diagnostics associés. Par contre, jamais le PMSI pourra donner quelque chose d'exhaustif sur le recueil des infections associées aux soins, parce que ça ne concerne que l'activité d'hospitalisation. Et donc, tout ce qui se passe en externe ne passe pas du tout par le PMSI. Donc, un patient qui vient en externe pour, je sais pas, un lymphocèle après un curage axillaire qui est en train de s'infecter, si le patient n'est pas hospitalisé, on ne l'aura pas dans le PMSI. Oui. Donc, c'est quand même assez limité et c'est une des limites du SPICMI. Oui. Qui ressort d'ailleurs chaque année, hein, comme dit. Je recherche les questions. Alors, on a une question, je pense, plus pour Didier. À noter que les analyses d'environnement ont un coût, mais leur interprétation aussi. Et c'est un commentaire, même plus qu'une question. Et celle-ci est rarement faite par les laboratoires privés externes. Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Il y a déjà le fait de ne pas être dans le même établissement. C'est clair que quand on connaît notre établissement, l'interprétation c'est pas forcément la même d'un établissement à l'autre. Et là aussi je suis désolé, je reviens toujours au COFRAC, mais le COFRAC m'a aidé en fait dans la démarche à comprendre pas mal de choses. Finalement, qu'est-ce qu'on rend? On rend une déclaration de conformité. C'est conforme, c'est pas conforme. Et ça, c'est une compétence reconnue à ce qu'on appelle le signataire de rapport d'essai. Et donc, l'habilitation du signataire de rapport d'essai, on doit habiliter les préleveurs, on doit habiliter les techniciens, et puis on doit habiliter ce qu'on appelle les signataires de rapport d'essai. D'accord? Et ces signataires de rapport d'essai, il faut qu'on décrive si on rend des déclarations de conformité ou pas. Bon. Moi, je ne rends pas de déclaration de conformité pour la légionnelle, par exemple. C'est pas interne. Par contre, je rends une déclaration de conformité pour les endoscopes et pour le lait maternel. Le lait maternel, c'est indispensable parce que ça permet aux néonatologistes de savoir s'ils peuvent administrer le lot de lait maternel à l'enfant ou pas. Et s'il n'est pas conforme, ils jettent le lot et on passe au cathétérisme avec tout le risque infectieux associé. Voilà. Pour les endoscopes, je vais un peu plus loin. Je rends une déclaration de conformité. Ça permet aux endoscopes d'utiliser l'appareil. Et je rends aussi ce que le COFRAC appelle un avis. Je trouve que le terme est approprié, c'est plutôt la conduite à tenir. C'est non conforme, donc vous me refaites une désinfection de tout ça, vous reprenez contact avec le laboratoire d'hygiène pour recontrôler tout ça. Et puis, quelque chose que je n'ai pas encore fait mais qui m'intéresse vraiment, c'est l'interprétation. L'interprétation, c'est en fait un peu l'analyse des causes. Oui. On trouve dans l'endoscope des germes banals des os, donc vous n'avez peut-être pas bien séché. On trouve des entérobactéries ou des entérocoques, ça vient peut-être d'un tube digestif d'avant. On trouve des champignons, c'est peut-être qu'il y a un problème de stockage. Et ça, moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée supplémentaire quand on le fait au sein du laboratoire d'hygiène. Et voilà, tout ça est cadré. On retombe dans les compétences, c'est une reconnaissance de compétences, mine de rien, quand on est dans notre système de management de la qualité. Voilà. Et par contre, l'interprétation, c'est peut-être pas quelque chose qui peut se valoriser en tant que tel, même financièrement. En tant qu'activité valorisée, mais on retombe sur le fait qu'on fait du BHN, et vous avez compris que pour moi, il faudrait
faire du B tout court. C'est à nous probablement à créer une lettre clé et une autre nomenclature en s'inspirant certainement de celle qui existe parce que la filtration, le prélèvement, tout ça, ça existe. Je pense qu'il faut tout mettre à jour. Mais effectivement, ça va jusqu'à la compétence de plan d'échantillonnage. Quand on prélève une boucle d'eau chaude, il faut savoir quel point d'eau on prélève pour avoir une boucle équilibrée. Et ce n'est pas seulement le prélèvement du point d'eau. C'est pareil pour des prélèvements de surface d'une salle d'intervention chirurgicale. Et ça, c'est vraiment une compétence qui aussi est reconnue par le COFRAC et j'ai mis quelques années à comprendre la différence entre le prélèvement et l'échantillonnage. Donc c'est là où l'intérêt du COFRAC, quand il ne vise pas à supprimer des laboratoires de biologie médicale, et donc eh bien l'intérêt du COFRAC, c'est normalement de la qualité. Donc on se prépare, quand on est prêt, on le passe, puis si on le passe, c'est pas grave. Il faut se caler dessus pour faire de la qualité. Et pour nous, on est vraiment gagnant. D'accord, merci. Je vais balayer un peu les questions. On a une question donc pour Adeline plus. Depuis 10 ans, le codage plus du Z29 ne risque-t-il pas de faire baisser le niveau de sévérité associé à ce codage? C'est possible. Les niveaux de sévérité, ils sont réévalués tous les ans. Alors, il y a des années où il y a beaucoup de pertes ou d'augmentation, et la plupart du temps, il y a assez peu de changements, mais il est possible qu'un jour, à force de l'utiliser, le Z290 perde son niveau 2 et qu'il ne sert plus à rien. On va trouver une autre manière de valoriser ça. Après, le Z290, il s'appelle isolement prophylactique. Il n'est pas réservé aux isolements infectieux. Par exemple, nous, on fait beaucoup de thérapies avec des rayonnements ionisants et on l'utilise aussi dans ces cadres-là. Oui, en secteur protégé. Oui. Ouais. D'accord. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Bon, je pense qu'on a balayé pas mal de questions. C'est une question sur le codage. Par rapport justement à notre question tout à l'heure sur le délai, est-ce que le codage ne peut pas être fait trop tard, à l'inverse? Vraiment trop en décalé. En fait, la date limite, c'est toujours le 31 janvier de l'année suivante. En fait, le codage PMSI, il est cumulé sur toute l'année. Donc, on code systématiquement tous les séjours dont la date de fin est dans le mois précédent. Donc là, par exemple, on est en novembre 2024. On code tous les séjours qui se terminent entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024. Et on fait ça sur une année civile complète. Donc jusqu'au 31 janvier de 2025, on pourra coder les séjours de 2024. Mais c'est sûr qu'au-delà, ce sera plus possible. Alors, enfin, c'est possible, mais avec des procédures un peu compliquées avec les ARS. Donc forcément, les séjours de début d'année, ils sont toujours mieux codés que les séjours de fin d'année, puisqu'on a eu tout le temps pour repasser dessus et essayer de les valoriser au mieux. Alors que les séjours de décembre, c'est toujours un peu la course. On n'a qu'un petit mois pour les coder. Et il y a plus de chances qu'on passe à côté de quelque chose. Oui. Ok, merci. Est-ce que Stéphane, on a terminé avec les questions? Eh ben, je fais un petit tour là, mais je pense que oui. Ouais, je n'ai pas d'autres questions. Parfait. Merci à nos intervenants. C'était très intéressant. Enfin, personnellement, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, ça nous a bien éclairé et je pense aussi que ça a éclairé nos participants. Le webinaire était enregistré. Il sera disponible sur le site de la SF2H, enfin, via le site de la SF2H sur la chaîne YouTube de la SF2H. En priorité, ce sera aux adhérents. Il y a une exclusivité pendant quelques mois et ensuite, ce sera disponible de façon plus globale. Donc, si on vous demande si vous avez pu regarder, n'hésitez pas à dire que ce sera disponible ensuite sur YouTube. Et puis, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a quelques remerciements quand même dans les questions. Donc, merci à nos participants, à nos intervenants. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.